Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 15e épisode de Sapristi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'idée de coupe idéale. Ou en fait, plus exactement, j'aimerais te montrer comment l'idée de coupe idéale découle de ton idéal esthétique, de ton approche, bref, de ton école du fit et de la silhouette. Tu vois, ça fait longtemps que je me pose la question et après avoir longuement réfléchi, je me suis dit que je pouvais à peu près regrouper la majorité des approches d'une silhouette en trois grandes familles. Petit disclaimer cependant, ces écoles ne sont pas vraiment des écoles au sens où ce ne sont pas des institutions. Personne ne les a fondées et personne ne se revendique de l'école d'eux. Ce sont juste des concepts. Je précise parce que, par exemple, résumer le sartorial à une seule école alors qu'il y a eu tout un tas d'écoles de tailleurs et des variations selon les pays et les périodes, ça paraît un peu gros. Mais l'idée, c'est plutôt de te montrer qu'il y a plusieurs façons récurrentes d'aborder la question du corps et des volumes des vêtements, et qu'il y a plusieurs idéaux et des méthodes qui découlent de ces idéaux pour y parvenir. Mais avant ça, pour que le reste de la vidéo ait du sens, il faut qu'on prenne 1 ou 2 minutes pour défaire un mythe. Le problème d'une vision universelle de la bonne coupe. J'imagine que, quel que soit ton niveau de connaissance sur le sujet du vêtement, tu as déjà entendu des phrases telles que « Le noir amincit. Si on monte la taille du pantalon, les jambes paraissent plus longues. On a l'air plus costaud dans des volumes plus amples et plus fin dans des volumes plus étroits. On a l'air plus gros dans des coupes serrées et plus maigre dans les coupes plus lâches. » Tiens, est-ce que tu as remarqué comme les deux derniers exemples semblent totalement contradictoires? Et pourtant, dit comme ça, les deux ont l'air vrais quand tu les entends. En fait, ce n'est pas une erreur. De la même façon, je peux très bien te montrer des exemples où un manteau plus long rapetisse son porteur et d'autres exemples où un manteau trop court rapetisse aussi son porteur. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a des principes et des conseils aussi contradictoires dans le monde du vêtement? Déjà, il faut défaire une idée commune qui, selon moi, découle d'un abus de langage qui n'est pas si anodin que ça. Quand on dit que l'œil humain voit telle ou telle chose, qu'il voit ça plus petit, plus fin ou plus grand grâce à telle astuce de style, en réalité, c'est à moitié vrai. Car si les effets d'optique fonctionnent bel et bien sur les êtres humains, en formulant les choses ainsi, on part du principe que les humains sont de pures créatures visuelles, chez qui la vision injecte directement une info. On prétendrait donc qu'ils n'ont aucun raisonnement intérieur et aucune expérience passée qui influence l'interprétation de ce qu'ils voient. Et donc qu'ils voient tous la même chose. Mais c'est faux. Il serait en fait plus juste de dire que l'œil humain interprète, ou plutôt que l'œil voit et que le cerveau interprète. Ça n'a rien d'un scoop si tu as déjà fait des cours d'SVT au collège, mais j'aimerais rappeler que notre rétine perçoit les images à l'envers et que c'est en fait l'interprétation de notre cerveau qui les replace à l'endroit. Et tous les effets d'optique et de trompe-l'œil bien connus ne reposent pas réellement sur l'œil, mais sur le fait de piéger le cerveau et ce qu'il s'attend à voir. Et là, tu vas penser que je chipote sur les termes. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que si même des éléments aussi basiques que notre vision reposent en grande partie sur une interprétation cérébrale, il serait absurde de croire que des éléments aussi complexes que l'effet d'une coupe de vêtements sur un corps ne sont pas aussi dépendants d'une interprétation. De plus, l'œil humain, enfin le cerveau derrière l'œil quoi, tu m'as compris, est attiré par les contrastes. Quand je dis contraste, tu vas penser à contraste de couleur, de luminosité. Et c'est vrai, mais il faut aussi penser plus loin que ça. Nos yeux, ou plutôt notre attention, est programmée pour remarquer ce qui contraste vis-à-vis de ce qui est attendu, que ce soit une couleur qui ressort parmi d'autres, une lumière au milieu de l'obscurité, mais aussi une information inattendue, ce qui est d'ailleurs un concept de base en publicité et en communication pour accrocher et garder l'attention. Et là, il faut vraiment faire le lien avec ce que ça implique en termes de vêtements, cette idée. Ça signifie par exemple que tu peux répéter autant de fois que tu veux à ton voisin d'à côté que les pantalons taille haute allongent visuellement les jambes du porteur. Si la seule chose qu'il connaît par expérience chez 100% des gens qu'il a vus, c'est une taille basse à une hauteur bien précise, la première chose qu'il verra si tu lui montres une taille haute pour la première fois de sa vie, ce n'est pas une longueur de jambe plus grande, mais juste une ceinture de pantalon qui lui semblera placée anormalement haut. Donc, les effets visuels que provoquent les vêtements reposent à moitié sur l'effet d'optique en lui-même et à moitié sur un contexte qui les rend crédibles. C'est à ce moment-là que tu réalises que c'est complètement inutile de parler de bonne coupe comme une valeur absolue si on ne prend pas le même contexte, le même référentiel pour en parler. Si l'on ne se met pas d'accord sur l'idéal visuel qu'on doit essayer d'atteindre. Et justement,
Pour moi, il y a plus ou moins 3 grandes écoles avec des idéaux différents et différentes méthodes pour les atteindre. Et objectivement, même si on a tous nos préférences, on est obligé d'admettre qu'aucune de ces écoles n'est totalement parfaite et qu'elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, autant d'ordre pratique qu'esthétique ou social. L'école sartoriale glorificatrice. Commençons par l'école que je qualifierais de sartoriale parce que justement elle me donne l'occasion d'apporter une précision qui va être utile pour les 2 écoles suivantes. On se fiche complètement du fait qu'elle soit rattachée au style sartorial et aux vêtements formels. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt son idéal esthétique en termes de silhouette. Depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, le vêtement sartorial a toujours tenté de promouvoir une silhouette masculine idéalisée. Un homme plus grand, plus imposant par sa carrure, qui contraste avec sa taille plus fine. Selon les périodes, les pays et les styles de tailleur, cet idéal masculin a pu varier un peu. Tantôt un homme fluet et gracile, ou au contraire bâti comme une armoire. Tantôt doté de jambes interminables, ou alors athlétique et mince avec un buste assez égal aux jambes en longueur. Mais peu importe car l'idée centrale reste la même. C'est une approche de la coupe qui prend la vision d'un corps idéal à un moment donné et qui fait en sorte de couper les vêtements pour que son porteur se rapproche le plus possible de cette vision. Et quoi qu'il arrive, on retrouve presque toujours cette idée de triangle inversé, de corps en V, ou en tout cas de souligner les caractéristiques physiques qui identifient son porteur comme un homme, ou de masquer celles qui y correspondent moins. D'ailleurs, le soft tailoring, qui se repose beaucoup sur des pièces plus décontractées issues d'univers connexes au style sartorial, nous montre très bien que cette approche ne dépend pas vraiment d'un style formel, ni même d'un style très structuré. Et beaucoup de mes marques préférées sont celles qui adaptent cette vision de la coupe, cintrée avec la carrure marquée, à des pièces plus contemporaines et décontractées. Évidemment, un idéal amène des valeurs, et ces valeurs sont interprétées socialement. Elles sont cohérentes avec l'idéal en question. Pour l'idéal sartorial, on a évidemment la valeur d'élégance, même si c'est un mot difficile à qualifier et qui mériterait son propre sujet. De plus, cette volonté de coller à l'image d'homme idéal est évidemment connotée d'une certaine maîtrise, un contrôle manifeste sur soi et son image. Il y a aussi quelque chose de visiblement traditionnel dans cette approche, bien que ce soit plus par effet collatéral que par essence, mais je t'en parlerai juste après dans les désavantages. Maintenant, voyons ensemble quelques gimmicks qui, pour moi, définissent plutôt l'approche sartoriale d'une silhouette et qui l'aident à atteindre ses objectifs. D'abord, la base de la base, marquer la taille, faire ressortir la carrure. La taille et la carrure sont les points d'ancrage de ce type de silhouette. En tailoring italien, on aura tendance à souligner les endroits avantageux, comme une taille mince avec un cintrage prononcé, ou en galbant le haut du torse et en jouant sur l'ouverture et la taille des revers pour lui donner du volume. Alors qu'en tailoring anglais, on procède plus souvent dans l'autre sens. On floute un peu le corps sous un drapé et un volume, tout en renforçant le volume des épaules à l'aide de padding, ce qui résulte en une allure presque martiale, assez imposante et structurée, tout en révélant assez peu du vrai physique de son porteur. L'autre technique récurrente de l'approche sartoriale, c'est d'allonger les jambes. Pour ce faire, la taille est souvent plus haute que dans d'autres styles. Mais ce n'est pas tout. Les pinces et les plis de pantalon qui les accompagnent ne servent pas qu'à ajouter un détail. La verticalité qu'ils procurent renforce l'impression de longueur des jambes. Enfin, de façon générale, cette approche tend à donner un coup de pouce aux proportions du corps, ou à essayer du moins, particulièrement en détournant le regard des zones qui ne nous avantagent pas. Par exemple, pour donner l'air à une jambe d'être plus élancée, on peut ajouter du volume autour du mollet en élargissant l'ouverture de jambe d'un pantalon afin de donner l'air à la cuisse d'être moins massive puisque la démarcation à partir du genou se fera moins sentir. Tu l'auras compris, c'est l'approche que je détaille le plus en termes de méthode dans cette vidéo. D'une part parce que, comme je l'utilise souvent, même si c'est pas pour toutes les pièces, je la maîtrise mieux. Et d'une autre parce qu'elle est très bien documentée. C'est la plus étudiée, parce que l'art tailleur s'enseigne et se transmet depuis longtemps, malgré le fait qu'il soit mourant, il y a eu beaucoup d'articles et même d'ouvrages qui ont pu rationaliser la façon dont on habille un corps d'homme selon sa morphologie, en se basant sur cette approche. Et surtout, lorsque c'est réussi, c'est aussi la plus flatteuse qui soit. Ça fait seulement 2 avantages, mais le dernier est vraiment de taille. Et soyons clairs, je ne le dis pas par préférence personnelle, mais parce qu'en fait, par définition, si tu essayes de valoriser le corps d'un homme pour qu'il colle à un physique idéal, tu es déjà dans une approche plus ou moins sartoriale de la coupe. Et ce, peu importe la méthode que tu utilises. L'idée reste la même. Mais justement, ces 2 qualités majeures apportent leur lot d'inconvénients. Parce qu'elle repose sur cette idée de cumuler les petites astuces pour flatter le physique, cette approche ne tolère pas l'imprécision. Comme chaque élément de jeu de proportion crée l'illusion
en se reposant sur l'élément d'à côté, il suffit qu'un seul truc n'aille pas pour que tout se pète la gueule. Dans la même veine, la grande qualité de cette approche amène aussi son plus grand défaut. La volonté de se mettre en avant, de se valoriser, peut être manifeste aux yeux des autres. Quand tu maximises l'approche d'une coupe qui vise à te faire paraître le plus idéal possible, le plus en V, le plus élancé, le plus ce que tu veux, bah ça se voit. Et tu vas avoir sans doute des remarques. Par exemple, j'ai un ami proche qui aime beaucoup plus le streetwear que moi. Et quand je lui demande ce qu'il pense de mon style, il me dit « Je comprends pas, c'est tout contrôlé, tout... » Ensuite, cette approche peut renvoyer une image vieillotte ou trop ancienne au goût de certains. C'est un simple problème d'association d'idées. Cette approche-là t'amènera sans doute à adopter des pinces ou des tailles plus hautes sur tes pantalons. Et ces choses-là étaient bien plus répandues par le passé qu'aujourd'hui, même si ça tend à revenir par petites touches. Et comme je te l'ai dit plus tôt, l'œil humain ne se repose pas que sur des jeux de proportions, il a aussi besoin d'un référent social et culturel. Et pour beaucoup de gens, les pinces et la taille haute, je comprends pas. Enfin, dernier défaut, mais pas des moindres, certaines pièces et looks s'accommodent assez mal des exigences de cette approche. Tu le remarqueras particulièrement quand tu essaieras de porter une pièce d'outerwear fermée. Un blouson n'ayant pas forcément un cintrage très marqué, à moins d'avoir un double zip, tu n'as pas vraiment de moyen de maintenir un marquage de la taille. Et dès que tu veux porter un pantalon sans pince, ou pire, une matière qui a un tombé mou, comme un jogging, bah ça marche plus. On peut passer maintenant à l'école suivante, j'ai nommé l'école contemporaine par défaut. Elle est un peu particulière celle-là, j'ai même hésité à la formuler comme ça. Mais quand j'ai réfléchi à la vidéo, je me suis posé la question de quelle est l'approche la plus commune de nos jours et depuis quelques décennies quand il s'agit de penser la coupe d'un vêtement. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que l'approche la plus courante aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'approche. Ou du moins, il y a une absence d'approche rationalisée, méthodique et construite comme celle qu'on a présentée juste avant et celle qu'on présentera après celle-ci. Mais en matière de vêtements, pour moi, aucun choix n'est un non-choix. Et du coup, malgré l'absence apparente d'approche, il y a quand même quelques idées clés qui caractérisent ce que Monsieur Tout-le-Monde semble penser d'une coupe idéale aujourd'hui. Pour les idéaux de cette approche, tu t'en doutes, il n'y a pas vraiment d'idéal véritable. Mais même sans idéal, il y a quand même des choix vestimentaires. Alors, en absence de cette silhouette rêvée à laquelle on essaye de coller, qu'est-ce qui prend le pas sur la coupe des vêtements ? Eh bien, la priorité est donnée au corps et à ses volumes. Puisqu'on n'a pas de modèle vestimentaire à atteindre, le vêtement ne fait que suivre le corps sans chercher à équilibrer, améliorer, diminuer ou augmenter quoi que ce soit. La conséquence de ce non-idéal, c'est qu'une personne qui adopte cette démarche par défaut va se dire que pour améliorer ou modifier son allure, elle doit changer son corps et pas les vêtements qui, eux, ne font que le suivre. Tu le devines sans doute déjà, mais les coupes slim ou skinny sont basées sur cette approche. Et dans ces versions-là, elles promeuvent quand même un certain idéal de jeunesse parce que, par essence, les corps plus jeunes s'accommodent mieux de cette mise en avant sans filtre de leur forme. Cela dit, ne va pas t'imaginer que cette approche ne concerne que les coupes slim. On peut très bien reprendre la même idée avec des coupes plus loose. La seule différence, c'est que si le vêtement suivra toujours ton corps, la quantité d'espace que tu laisseras entre les deux ne sera pas la même. En termes de méthode, tu vois ça? If it fits, I sit. Tels les mêmes parodiant les chats prêts à occuper n'importe quel espace pour en faire leur niche, la méthode par défaut consiste à remplir un volume. Oui, c'est tout. C'est la seule méthode. Alors, on ajuste évidemment aussi les longueurs à la personne, mais en peu de mots, c'est une approche très simplement et basiquement anatomique. Tu prends un vêtement, tu décides de combien d'espace tu veux garder entre toi et le vêtement, qu'il soit généreux, modéré ou quasi inexistant. Tu remplis l'espace restant, et voilà. Ça paraît bête comme ça parce que je le dis sur le ton de la plaisanterie. Mais encore une fois, j'aimerais rappeler que si on en parle, c'est parce que c'est ce que font l'extrême majorité des marques et de leurs clients, et que ça représente la zone de confort mental de la plupart des gens sur la plupart des pièces. Et ça concerne également des marques plutôt haut de gamme qui peuvent être créatives sur d'autres éléments que leur coupe. Du coup, en termes d'avantages, c'est l'approche la plus facile à comprendre. Si ça flotte, je prends plus serré, si ça serre, je prends plus flottant. C'est aussi l'approche la plus répandue et donc la plus socialement admise, contrairement à la première et à celle qui viendra après. C'est aussi une approche déclinable et prévisible. Une fois la bonne coupe trouvée pour un haut, un pantalon ou une veste, on ne se pose plus la question et on la décline à l'identique. Et pour peu que les mesures soient ajustées constantes d'une pièce à l'autre, on sait à quoi s'attendre en termes de rendu, peu importe la matière ou le type de vêtement. Enfin, dernier avantage,
Si tu fais du sport et que tu as un corps athlétique, c'est vrai qu'on le voit. Après, j'en ai parlé dans mon sapristi numéro 8 sur comment concilier la musculation et les vêtements, mais mettre en avant un corps athlétique, c'est parfois plus un inconvénient qu'un avantage si c'est mal géré. Du coup, venons-en aux inconvénients de cette démarche par défaut. Puisque c'est la plus répandue, c'est aussi celle qui te distinguera le moins. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir de style avec cette approche, mais il faudra surtout compter sur les matières, les détails et les éléments de design pour le bâtir. Mais pour moi, l'inconvénient majeur, c'est que tous les défauts de ton physique seront pratiquement impossibles à masquer ou à atténuer avec cette démarche. Même en les choisissant plus loose, si les pièces ne font rien d'autre que suivre précisément tous les contours du corps, la silhouette du porteur sera manifeste, pour le meilleur comme pour le pire. Et enfin, sans doute le défaut le plus contraignant, dans sa version la plus slim, c'est aussi l'approche la moins confortable de toutes. On vient donc de voir deux écoles et deux approches de la silhouette. Une qui essaye de créer une glorification du corps de son porteur, ou du moins d'atténuer ses défauts, et une qui ne prend pas parti et qui montre simplement le corps tel qu'il est. Alors, que reste-t-il ? Eh bien, forcément, il nous reste l'approche qui glorifie le vêtement et le style en faisant passer le corps du porteur au second plan. L'école expressive des volumes et de l'ampleur. J'avais fait une mention rapide dans l'épisode précédent tout en disant que cette approche méritait d'être détaillée. Mais il existe aussi des approches qui mettent en avant plutôt l'habit que le porteur. Je surnomme cette école expressive parce qu'elle exprime des idéaux ainsi qu'un goût et des influences au détriment de faire un sujet du corps qu'elle habille. Tu te doutes bien du coup que cette approche implique une certaine ampleur, un certain volume dans les pièces. Mais l'idée, ce n'est pas forcément de faire du large juste pour faire du large, même si c'est possible. C'est surtout de s'affranchir de la contrainte d'habiller le corps pour se concentrer sur le fait de montrer le vêtement. Donc si tu veux, plutôt que de voir le corps comme l'élément habillé et le vêtement comme une forme d'emballage qui le souligne, on va plutôt voir le corps comme une charpente sur laquelle on bâtira ensuite la tenue qui sera le vrai sujet, la vraie construction. Et bien sûr, un tel parti pris implique des idéaux très différents, voire complètement à l'opposé de ceux que j'ai cités juste avant. Premièrement, cette approche essaye souvent de renvoyer une image de liberté et de décontraction. Pour la décontraction, ça va de pair avec le fait d'avoir plus de place pour bouger. En plus, c'est paradoxal, mais c'est vrai que quand on ne cherche pas à valoriser le corps, on peut donner l'impression que notre approche du vêtement est moins calculée, plus naturelle. Alors qu'en vrai, c'est tout aussi difficile et réfléchi de devoir agencer des vêtements pour qu'ils soient harmonieux ensemble, même s'ils ne valorisent pas le corps. Et cette liberté va aussi avec l'idéal suivant, qui est de s'inscrire à contre-courant de la norme. Notamment de la norme en Occident, où l'on a justement un passé de tradition plutôt sartoriale, ou du moins une approche du vêtement où le corps et le vêtement comptent à part égale. Mais en Asie, et particulièrement au Japon, pays dont l'influence sur la mode se fait de plus en plus sentir, les volumes expressifs sont presque l'approche standard. Autre valeur, on peut aussi dire que c'est l'approche considérée comme la plus créative, la plus mode. En fait, c'est tout con, mais quand tu y réfléchis, c'est normal. Comme c'est l'approche qui valorise le plus le vêtement plutôt que le corps, c'est celle qui laisse le plus le champ libre au créateur. Il y a moins la contrainte de se dire quelle est la morphologie que je vais habiller, et plus l'idée qu'est-ce que je vais exprimer. Du coup, c'est évidemment l'approche qui prédomine sur les podiums et les défilés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit des mannequins avec des physiques de charpente en fait. L'expression physique de mannequin porte-manteau est un peu mesquine, mais elle vient d'une réalité. Valeur un peu plus relative, mais c'est vrai que pour certains, il y a aussi une idée de modestie et de pudeur dans cette approche. Alors c'est bizarre vu que c'est aussi l'approche la plus mode, donc pas forcément la plus modeste, mais c'est vrai qu'il y a une ère où le corps est visible et exposé partout, il y a quand même l'idée d'une certaine pudeur. Après, la pudeur n'est pas exclusive à cette approche, il y en a dans le tailoring à l'anglaise par ailleurs. Mais bon, là, la pudeur est combinée à une allure très formelle et donc pas forcément si modeste que ça. Enfin, là aussi, valeur un peu plus relative, mais on peut considérer qu'elle est moins genrée. On peut le contester parce que c'est vrai que dans nos cultures, le vêtement très large a plutôt été l'apanage des hommes. Mais d'un point de vue moderne, vu que le corps est moins souligné, on peut considérer que cette approche est plus neutre en termes de genre et transposable de l'homme à la femme et vice-versa. D'ailleurs, beaucoup de marques qui se revendiquent unisexes vont jouer sur l'ampleur afin d'avoir des volumes où des corps féminins comme masculins peuvent tenir sans distinction. Voilà pour les valeurs. Alors après, en termes de méthode, je te cache pas que je ne maîtrise pas aussi bien que les approches précédentes, parce que je ne pratique pas autant.
Mais il y a quand même 2-3 trucs sur lesquels je peux attirer ton attention. Déjà, on tend à utiliser l'oversize pour exprimer l'opulence. Quand tu as de la belle matière, comme la laine d'un manteau ou une chouette maille, il peut être intéressant de mettre plus de tissu que nécessaire parce que le surplus peut attirer l'attention sur la beauté de la matière et la rendre encore plus présente. Ça donne aussi un côté très imposant à celui qui utilise ce procédé, même si ça peut être un peu désavantageux comme je l'expliquerai juste après. Ensuite, les coupes droites et boxy sont employées pour créer de la géométrie. Le côté géométrique, c'est sans doute le b.a.-ba de cette approche. Tu prends des volumes qui tombent très droits et les juxtaposes les uns avec les autres. Quand c'est bien géré en termes de tombée et de proportion, ça donne vraiment un côté architectural, comme si la tenue existait indépendamment de son porteur, ce qui est un peu l'effet voulu. Le layering est évidemment primordial dans cette approche parce que jouer sur les diverses couches permet de donner de la profondeur à cette architecture des tenues. Toujours dans une approche géométrique, la verticalité des lignes vient remplacer l'idée d'allonger ou d'amincir la silhouette. On cherche à créer une continuité, à placer le maximum de traits parallèles ou perpendiculaires les uns à côté des autres. Et c'est grâce à ça que les tenues ne font pas totalement bloc malgré les volumes. D'ailleurs, on va aussi utiliser des détails comme les poches pour renforcer l'aspect géométrique. Enfin, notion intéressante, pas mal de silhouettes plus pointues de cette approche vont être découpées en 3 volumes plutôt que 2. Je m'explique, là où les 2 approches précédentes jouent sur une idée de torse vs jambes et où la hauteur de la taille délimite les 2 volumes du corps, l'approche expressive va parfois se permettre de faire des hauts qui occupent les 2 tiers ou bien un haut qui occupe le premier tiers, puis avec le layering, un autre haut qui occupe les 2 tiers du corps. Cette méthode affirme encore plus la déconnexion entre la tenue et son style et l'anatomie du porteur. Par exemple, si ta chemise descend suffisamment bas et droit, la question d'avoir l'air d'avoir des jambes trop courtes ne se pose plus vraiment, puisque l'œil voit bien qu'elle n'est plus là pour délimiter les jambes et le buste. Voilà pour les méthodes de cette approche, ou du moins celles que je suis à même d'identifier et de te partager. Et bien que ce ne soit pas mon approche, elle a quand même des avantages qu'il faut constater. D'abord, elle masque le corps. Si tu te trouves trop gros, trop maigre, pas bien proportionné, avec les jambes trop longues ou trop courtes, ou les jambes trop arquées, ça ne va pas devenir invisible, mais comme on l'a dit plus tôt, l'attention va être portée sur autre chose que ton physique. Par conséquent, sur le plan pratique, elle est aussi extrêmement permissive sur les changements de poids. Surtout que le tour de taille est rarement visible dans ce type de look, donc tu peux tout à fait prendre des pantalons plus ou moins grands et ensuite les resserrer avec une ceinture. Évidemment, c'est l'approche la plus confortable vu qu'elle se repose sur pas mal d'ampleur et elle est actuellement dans l'air du temps pour les environnements branchés mode. On n'est plus du tout dans la période où le slim et le skinny étaient vus comme quelque chose de subversif par rapport au code. Du coup, dans les milieux qui sont assez friands de ce genre de distinction, de ce genre de façon de se démarquer, l'approche expressive est assez prisée. Bon, et maintenant, malgré toutes ces qualités, il y a aussi des raisons si c'est pas mon approche de prédilection, et elle a ses désavantages. Déjà, elle masque le corps. Du coup, l'avantage de tout à l'heure peut être un inconvénient si tu as une silhouette un tant soit peu sportive que tu voudrais mettre en avant. Ensuite, sans doute le pire, à mon sens, et me concernant, tu feras 10 cm de moins visuellement dès qu'on t'observera à plus de 2 mètres. Alors, les amateurs de cette approche vont rétorquer que on peut tout à fait ne pas avoir l'air si petit que ça avec de l'ampleur si tant est que les proportions sont bien gérées. Et c'est vrai, malheureusement, on oublie souvent une chose. Ce qui compte aussi, c'est la proportion entre l'espace horizontal occupé par le porteur par rapport à l'espace vertical qu'il occupe. Et si tu occupes un volume qui ressemble à un rectangle, tu vas avoir l'air carré. Alors évidemment, le regard est toujours relatif à un contexte comme on l'a vu plus tôt, mais plus tu sortiras des standards en détachant le corps des volumes de ses vêtements, et plus un œil extérieur va percevoir ta largeur comme une absence de hauteur. Bien sûr, pour certains physiques, ce n'est pas un problème. Si tu fais plus d'1,85 m, tu n'auras jamais l'air pas grand, même avec des volumes énormes. Mais bon, pour tous ceux qui sont petits, ou dans la zone de flou entre grand et petit, c'est pas rien. Enfin, dernier inconvénient, tu seras évidemment en décalage avec les conventions. Les avantages des uns sont les inconvénients des autres. Comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart des gens ont une approche sans approche, par défaut, où on remplit juste le volume avec le corps. Pour eux, du coup, ton approche qui consistera à créer une architecture avec les vêtements sera incompréhensible. Et je ne te parle même pas des gens qui ont une approche de glorification avec qui tu seras en opposition totale. Combiner les approches. Évidemment, après avoir vu ces 3 approches, tu as sans doute 2 critiques possibles à l'esprit. Premièrement, elles ne reflètent pas toutes les façons possibles de s'habiller. Et deuxièmement, je sais qu'elles peuvent te paraître trop catégoriques. Sauf que, je savais que tu dirais ça. Je t'ai devancé. J'ai la réponse.
La réponse, c'est évidemment que ces trois approches représentent des pôles assez extrêmes et caricaturaux, et que dans la vraie vie, on fait tous plus ou moins consciemment un mélange de ces trois approches. Et cette nuance d'approche de la silhouette se trouvera aussi dans les styles que tu aurais cru entièrement rattachés à une des trois approches. Par exemple, le streetwear, qu'on associerait plutôt à la troisième approche expressive, n'est pas exempt de pièces qui insistent sur les épaules de façon à les marquer, comme on le ferait plutôt en sarto. Et dans le sartorial classique, voire ancien, il y a eu des exemples où l'harmonie des volumes était aussi prioritaire que le marquage de la taille et des épaules, au détriment de la flatterie morphologique. C'était donc une approche expressive et glorificatrice. Et quiconque porte un pull, un t-shirt ou tout autre vêtement en maille aura bien du mal à ne pas passer par l'approche contemporaine de remplissage des volumes, forcément vu que la maille ne peut pas tenir une structure. Tu vois donc que je ne te donne pas cette idée d'école pour cantonner leurs approches. Au contraire, j'estime même que pour trouver une approche qui te convient, tu devras expérimenter différentes combinaisons. Et la bonne réponse sera unique à ta personne. Conclusion! Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'avec ce petit panorama, tu y verras plus clair sur les différents idéaux qui se cachent derrière nos looks et les méthodes qu'on utilise pour les mettre en place. Si la vidéo t'a plu, lâche-moi un pouce bleu, un gros pouce bleu même, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et surtout, n'hésite pas à nous partager en commentaire laquelle de ces trois méthodes tu utilises le plus ou alors comment tu les combines. À la prochaine, porte-toi bien.